Donc, bonjour à tout le monde, bonjour à tous mes collègues syndicats de Rivière. Donc, je vais avoir 10 minutes pour soit vous convaincre de vous engager dans l'accompagnement des démarches de planification urbaine, soit peut-être vous dégoûter, mais bon, j'essaierai dans la mesure du possible de rester très objectif. Donc, trois temps, je vais vous présenter un contexte un peu général sur la plaine des Sorgues, et puis ensuite, donc, pourquoi s'intéresser aux outils de l'urbanisme et la légitimité d'un syndicat de rivière. Et enfin, je finirai par présenter succinctement la stratégie foncière que nous portons au syndicat mixte du bassin des Sorgues, en précisant de suite que je ne rentrerai pas du tout dans les outils, puisque c'est complètement abordé dans l'après-midi. Donc, contexte général de la plaine des Sorgues, très rapidement et de manière très synthétique, c'est 18 communes, 4 établissements publics de coopération intercommunale pour à peu près 100 000 habitants, en sachant qu'en 60 ans, le nombre d'habitants a doublé. Et il y a deux SCOT sur la plaine des Sorgues, donc le SCOT bassin de vie d'Avignon et le SCOT Coustelet, Cavaillon, l'Île-sur-la-Sorgue. 3 SCOT en plus sur la zone d'alimentation de Fontaine, dont je pense une partie du SCOT qui vient d'être présenté sur le Pays d'Arc du Luberon. Dire aussi que le syndicat mixte du bassin des Sorgues est depuis le 1er janvier 2020, donc que l'autorité gémapienne sur la plaine des Sorgues par transfert des collectivités. Donc la Sorgue, c'est un réseau complet qui a été façonné par la main de l'homme. Hein. Donc on est sur des rivières non domaniales, donc ce qui va aussi compliquer, je dirais, toute intervention. Et c'est pour ça aussi qu'on va rechercher à intervenir à travers des documents d'urbanisme et préciser aussi que nous sommes à proximité de la zone la plus dense de Vaucluse, hein, qui est le bassin de vie d'Avignon. Alors, il y a… Voilà. Alors, pourquoi s'intéresser aux outils de l'urbanisme quand on est un gestionnaire de milieu aquatique? Je crois que l'image que vous avez à l'écran parle un peu d'elle-même, hein, puisque les rivières et les zones humides, on voit bien que nous sommes à la croisée de multiples enjeux, que ce soit les zones urbaines, les zones d'activité, la protection des ripisylves, les problèmes d'infrastructures routières, la prise en compte de la biodiversité, des trains verts et bleus, la ressource en eau, des inondations. Le grignotage avec le périurbain qui a été une grande mode qui tend maintenant à revenir avec la loi Allure qui permet la densification, mais la densification pose par rapport à la gestion des eaux pluviales notamment de multiples problèmes et de nouveaux questionnements. La protection des ripisylves, bref, vous voyez que c'est un territoire selon les compétences portées par le syndicat de rivière, on a de multiples thématiques qui vont venir croiser nos missions. Alors, nos légitimités, puisque tout le monde le sait ou ne le sait pas forcément, mais un syndicat de rivière ne fait pas du tout partie des personnes publiques associées définies au Code de l'urbanisme. Donc, il faut aller rechercher notre légitimité sur d'autres sources. Et on va rester sur le Code de l'urbanisme hein, avec certains codes, certains articles qui définissent notamment que les collectivités publiques sont gestionnaires et garantes, dans le cadre de leurs compétences, du territoire français qui est le patrimoine commun de la nation. On a une obligation pour les organes délibérants, que ce soit des porteurs de PLU ou des porteurs de SCOT, de définir des objectifs et des modalités de concertation. Donc, dans ce cadre-là, les syndicats de rivière pourraient être tout à fait cités et associés à ces démarches. Pareil, l'article L104.1 du Code de l'urbanisme oblige à faire un minima une évaluation environnementale du SCOT et du PLU. Et bien souvent, cette évaluation environnementale va intercepter le monde
l'eau et des milieux aquatiques. Bien entendu, le Code de l'urbanisme, il a des obligations de protection et notamment protection des espaces boisés à travers les espaces boisés classés et les continuités écologiques. On retrouve bien entendu la définition des personnes publiques associées et des personnes consultées. Et comme je le disais en préambule, les syndicats de rivière, malgré les demandes, il y a eu plusieurs tentatives de faire rentrer les syndicats de rivière dans les personnes publiques associées, mais pour l'instant sans succès. Alors il y a eu une réponse récente qui date du 18-10-2018, pardon pour la faute, on n'est pas encore en 2018, question écrite d'une sénatrice qui a confirmé que la réponse a été de dire que même si on n'était pas associé, on pouvait tout à fait être associé au titre de l'article R132-5 du Code de l'urbanisme, donc article à retenir pour pouvoir légitimer ou favoriser votre participation à ces documents d'urbanisme. Ensuite, on a un intérêt aussi en tant qu'aménageur, dans le sens où on doit gérer des risques, on doit gérer un certain nombre de projets qui sont aussi de l'aménagement du territoire, et les syndicats peuvent intégrer des emplacements réservés dans les documents d'urbanisme. Donc, un certain nombre de choses qui font que, pour moi, le syndicat de rivière, on est vraiment à la croisée de plein de missions et de compétences qui relèvent à la fois, on en a parlé, des missions GEMAPI, de la ressource en eau. On est aussi souvent, alors c'est le cas pour le syndicat des Sorgues, animateur de sites Natura 2000, donc on doit émettre des avis sur certains projets, et à partir de là, c'est toujours intéressant d'émettre cet avis en ayant la réglementation ou avoir contribué à l'élaboration de cette réglementation. Et puis, on est bien entendu propre acteur de notre stratégie territoriale. Ça peut être par l'intermédiaire d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou par l'intermédiaire de définition des zones à protéger au titre de la GEMAPI et de la définition des systèmes d'endiguement. Ça peut être par rapport à la prise en compte du SDAGE ou du SRADET, comme ça a été abordé au préalable. Concernant la stratégie foncière qui a été mise en place sur la plaine des Sorgues, donc elle est partie d'un constat, malgré l'existence d'un site Natura 2000, d'un contrat de rivière, on avait des outils relativement insuffisants pour préserver la fonctionnalité des Sorgues et des milieux qui leur sont associés. Donc dès 2011, il y a eu une stratégie foncière qui s'est mise en place avec deux axes principaux d'intervention. Le premier axe, c'est celui que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est plutôt donc l'accompagnement, le volet réglementaire, avec l'accompagnement des démarches de planification urbaine et comment peut participer un syndicat de rivière dans ces démarches. Et puis l'axe 2 de notre stratégie foncière, c'est de la surveillance et de l'acquisition foncière de bords de sorgue et de zones humides. Donc, concernant l'accompagnement des démarches de planification urbaine, donc on a commencé par réaliser une étude pour analyser les différentes dispositions du Code de l'urbanisme que l'on pouvait utiliser pour retraduire dans les PLU ou dans les SCOT la préservation des cours d'eau et des milieux aquatiques, et des zones humides. Donc, on a fait appel pour cela à un groupement de bureaux d'études qui était à la fois un cabinet d'urbanisme et un cabinet spécialisé en environnement. Et on a travaillé notamment avec les services urbanisme des communes, des principales communes du territoire, pour aboutir sur un document qui soit partagé et dans lequel donc on a mis un certain nombre de règles et de préconisations qu'on va porter auprès des autres communes.
Et puis, bien entendu, donc, on va essayer de participer à toutes les phases de concertation en apportant des conseils ou des avis sur les documents d'urbanisme. Donc, le contenu de l'étude qui avait été faite de manière très synthétique, hein, donc il y avait une analyse de notre territoire pour avoir définir in fine une préconisation centrale qui était d'essayer de consacrer une bande d'au moins 20 mètres de part et d'autre du cours d'eau. Je dis au moins 20 mètres puisque il y a des secteurs, on a déjà une ripisylve qui fait déjà cette largeur. Donc là, c'est de conserver ou de maintenir l'existant, mais d'essayer, dans la mesure du possible, d'avoir cette bande de fonctionnalité autour des sorgues. Cette étude, elle date un peu maintenant, donc on a un volet d'actualisation et on va se consacrer normalement à l'année 2021 pour essayer d'actualiser cette étude. Ensuite, on a communiqué sur les différentes préconisations qui étaient sorties de cette étude avec des rencontres et une diffusion du guide à chaque, donc en 2012 lorsque à son élaboration, et puis maintenant nous le faisons systématiquement à chaque renouvellement du comité syndical ou bien entendu des équipes municipales. Et de même, à chaque nouvelles élections, on fait délibérer notre comité syndical pour inviter, en fait, on se positionne sur ces stratégies foncières et nous invitons les communes et les syndicats SCOT à nous associer en tant que personnes qualifiées sur l'élaboration de leurs documents d'urbanisme. Donc, on est bien dans une démarche volontaire. Donc, certaines communes, globalement sur les 18 communes, quasiment tout le monde joue le jeu. Donc, ça passe plutôt bien. Après notre accompagnement, donc, il se passe à la fois en amont, dans les groupes de travail, donc en direct avec les bureaux d'études retenus par les collectivités. Il passe aussi par les démarches de concertation ou les réunions de personnes publiques associées que peuvent organiser tout au long de l'élaboration des documents d'urbanisme. Et donc, c'est tout un travail de fond qui est fait sur l'étude des documents, sur les échanges, sur les notes techniques. Et nous produisons en fait un avis, l'avis du syndicat qui est soumis soit au bureau syndical, soit au comité syndical. Et selon les cas, on peut aller jusqu'à aussi rencontrer les commissaires enquêteurs lorsque certaines préconisations n'ont pas été ou pas retenues à la phase d'élaboration ou ne nous semblent pas suffisamment prises en compte. Les thématiques que nous abordons lors de ces réunions, de ces échanges, on reste sur nos domaines de compétences. Donc, on va parler biodiversité à travers Natura 2000, à travers les trames vertes et bleues, à travers la préservation, la protection des ripisylves. On va travailler sur la prise en compte des zones humides, et notamment la prise en compte de l'inventaire départemental des zones humides réalisé par l'Agence de l'eau et le conservatoire, le CNPACA. Bien entendu, on va s'intéresser à toute la problématique des inondations. Inondations qui peuvent être soit par débordement de cours d'eau, soit par remontée de nappe, soit par ruissellement pluvial, en sachant que sur le territoire des Sorgues, nous n'avons pas de PPRI et seulement quelques cartes d'aléas inondation. Donc, on va regarder aussi pour travailler sur les emplacements réservés, là où nous avons des enjeux, et permettre en fait à travers certains articles de pouvoir quand même continuer à faire l'entretien issu des plans pluriannuels de gestion. Il faut faire attention des fois lorsqu'on souhaite préserver qu'on ne soit pas en tant que gestionnaire parallèlement embêté par les protections qu'on aurait pu mettre sur certains documents. Et puis, il y a une grosse demande par rapport au cheminement en bord de rivière,
avec une tendance à mélanger les trains verts et bleus et cheminement d'eau. Donc, toutes ces thématiques donnent lieu à de nombreux échanges et chacun défend un peu ses points de vue. Mais globalement, on a une collaboration donc, qui s'affine au fil des révisions avec les collectivités membres. Donc, nos recommandations, elles sont d'ordre multiple, hein, comme vous pouvez le voir à l'écran. Je ne rentre pas dans le détail puisque ça va être abordé plutôt cet après-midi par les différents intervenants. Un peu en conclusion, on a encore des points délicats. Hein, c'est les traversées de zones urbaines. Par rapport à la prise en compte du site Natura 2000 ou de la trame verte et bleue, hein, il n'y a pas de miracle. Et c'est vrai que Feu SRCE, SRADET maintenant, on a toujours comment on va assurer cette continuité dans les traversées urbaines et périurbaines. Il faut être en mesure d'adapter, ne pas être non plus trop strict. Tout fait l'objet de négociations, hein, et savoir adapter la largeur de préservation en fonction aussi de la politique qui est menée dans les communes. Et comme je disais tout à l'heure, essayer d'argumenter pour mettre en garde contre le rapprochement trame verte bleue et les circulations de modes doux, puisqu'il y a une tendance à se dire les bords de rivière sont assez propices à ce dispositif. Un point qui nous interpelle et qui interpelle plusieurs de mes collègues, c'est on s'aperçoit que malgré toutes ces procédures réglementaires et ces empilements que l'on constate depuis ce matin entre le SDAGE, le SRADET, le Code de l'urbanisme, le Code de l'environnement, etc., tant qu'on n'aura pas une police capable de faire respecter la réglementation, on peut s'interroger sur le fait d'empiler ces réglementations et des points qui nous posent problème en ce moment, c'est les problèmes des coupes à blanc pour faire du bois énergie. Et donc là, les services police de l'eau nous renvoient sur la police du maire au titre de l'urbanisme, et la police du maire, bien souvent, est un peu embêté puisque c'est son administré qui a sollicité pour faire ces travaux. Donc, on est un peu, voilà. C'est pas toujours évident de faire respecter la réglementation qu'on essaie de mettre en place. Dans les perspectives, ce que je vois, moi, c'est le besoin de renforcer les coopérations avec les élus et les services aménagement des établissements publics de coopération intercommunale et les services urbanistes des communes, notamment bien en amont des projets d'aménagement, puisqu'on s'aperçoit aussi qu'il y a les projets réglementaires au stade de l'élaboration des SCOT et des PLU. Mais si on pouvait être consulté en amont de certains aménagements conséquents, on serait plus dans de la prévention et moins dans le rattrapage. Moi, je crois aussi qu'il faut qu'on arrive à développer beaucoup plus les actions de formation et de sensibilisation à destination des services urbanisme. Pour mieux se connaître les uns les autres et puis appréhender chacun les contraintes que peut avoir un service aménagement, un service urbanisme et nous, en tant que gestionnaire de milieu aquatique. L'enjeu que je vois de manière immédiate, ça va être la définition des zones à protéger avec les systèmes d'endiguement, où là, automatiquement, il va y avoir un bon nombre d'échanges et d'allers-retours entre les EPCI, les services urbanisme des communes, les élus et puis les syndicats. Et malheureusement, ce travail de fond, va falloir le refaire à chaque fois qu'il y a des changements d'interlocuteurs, puisqu'on est sur des choses qui ne sont jamais gagnées.